Merci. Comme beaucoup d'entrepreneurs, quand je raconte l'histoire de la création de ma start-up Artips, les gens entendent à quel point on cartonne, à quel point on a parfaitement exécution un plan bien ambitieux. C'est un peu comme sur les réseaux sociaux. Ma start-up Artips, ça a l'air d'une belle photo Instagram, bien cadrée, bien mise en scène, avec un joli filtre. Un peu l'histoire parfaite. Écoutez plutôt. Oui, alors que j'étais étudiante comme vous, il y a 5 ans, avec mon associé Jean, on a créé une entreprise qui rassemble aujourd'hui 25 salariés. Oui, chaque jour, on démocratise l'accès à la culture. Comment ? En envoyant gratuitement, par email, des anecdotes culturelles en 1 minute à près de 600 000 abonnés. C'est beaucoup, 600 000 abonnés. Oui, le Louvre, le CNRS ou même le Musée des Confluences ici à Lyon et près de 200 partenaires prestigieux nous font confiance pour raconter leurs plus belles histoires à ce public. Et ça nous permet de gagner de l'argent. À entendre ces chiffres, à découvrir ces histoires d'entrepreneurs, on a souvent l'impression que tout a été bien pensé, bien anticipé dès le début. Or, c'est très complexant pour un porteur de projet qui, lui, n'aurait pas l'impression d'avoir cette idée parfaite, ou cet associé parfait, ou ce plan parfait. Aujourd'hui, j'aimerais vous rassurer en vous racontant une toute autre histoire. Pas celle pour la presse, pas celle pour les clients, celle qu'on ne voit jamais. Au tout début d'Artips, on n'avait absolument aucun plan parfait. On n'avait fait aucune étude de marché avant de se lancer, et d'ailleurs, toutes nos hypothèses de croissance à 3 ans étaient terriblement fausses. J'aimerais partager avec vous 3 erreurs que l'on fait lorsque l'on cherche la perfection à tout prix. Et ces 3 erreurs, je peux vous en parler parce que je les ai toutes faites, les unes après les autres. La première erreur, quand on cherche la perfection, c'est qu'on peut se laisser vite tétaniser par la peur, et ça peut nous empêcher de faire quoi que ce soit. Au tout début d'Artips, il nous fallait un nom. A priori, trouver un nom pour une start-up, c'est rigolo. On va brainstormer avec des amis, on va se projeter. Et puis, on réalise qu'en même temps, si ça marche, c'est potentiellement des centaines de milliers de personnes qui vont avoir ce nom à la bouche. Du coup, on ne prend plus trop ce choix à la légère. Avec Jean, on a écrit des centaines de noms. On les a testés, tournés dans tous les sens, on a même essayé de trancher en lançant un dé en l'air. Mais aucun nom n'était parfait. Ça nous a pris un long mois. Et puis, on se rendait compte que ça nous empêchait d'avancer. Pas de nom, c'est pas de logo, c'est pas d'entreprise créée, c'est pas de lancement. La recherche du nom parfait était illusoire, mais le retard qu'on prenait, lui, n'était pas du tout illusoire. Et on a compris, bien trop tard, que le pire qui puisse nous arriver, c'était pas d'avoir un mauvais nom, c'était de pas avoir de start-up du tout. Choisir, c'est forcément renoncer à la perfection. Et le plus grand risque dans une start-up, ce n'est pas se tromper ou de mal faire, c'est l'inaction. C'est de se laisser tétaniser par la peur et rien faire du tout. Quand vous êtes en école de commerce, comme vous aujourd'hui ou comme moi je l'ai été, en général, ça signifie que vous n'avez jamais choisi grand-chose. Vous avez commencé par faire un bac généraliste pour ne pas vous fermer de porte, je cite. Après, vous avez fait une prépa pour garder toutes vos options ouvertes. Et puis en école maximum, vous avez choisi entre quoi ? Une option marketing et une option RH ? Bon. Et puis certains d'entre vous deviendront peut-être consultants pour ne toujours pas avoir à choisir. J'en parle en connaissance de cause. Ce qui est dommage dans les grandes écoles, c'est qu'on n'encourage pas à choisir, à se fermer des voies, à se spécialiser. Et c'est un peu dangereux. Parce que choisir et donc renoncer, c'est le cœur de l'action. C'est ce qui vous définit, c'est ce qui vous construit en tant que personne. Donc attendre l'idée de start-up parfaite ou le job idéal, c'est surtout risquer au final de ne rien faire du tout. La seconde erreur qu'on peut faire quand on cherche la perfection, c'est qu'on veut souvent attendre de tout savoir en avance pour être sûr de faire le bon choix. Quand on est à l'école, c'est facile. On a une interro, alors on fait quoi ? On prend des bouquins, on potasse, on apprend, on va à l'interro, on a une très bonne note. Ça marche très bien, ça rassure beaucoup les gens comme vous et moi, les bons élèves. Sauf que dans la vie, en fait, et quand vous construisez une start-up d'autant plus, il n'y a pas de livre où il est marqué ce qu'il faut faire et ce qui va marcher. Et en plus, comme il s'agit d'innovation, il n'y a absolument personne sur Terre qui ne connaisse la solution en avance. Quand vous prenez les premières start-up, celles à succès, et que vous regardez leur premier business plan, en général, toutes leurs hypothèses étaient fausses.
Et d'ailleurs, elles gagnent souvent de l'argent d'une manière que même les cofondateurs n'avaient pas anticipée à l'époque. Le principe d'une start-up, c'est de baser sur quelques intuitions, construire un premier produit, aller le plus vite possible se confronter à la réalité. En général, on se prend une grosse baffe parce que ça ne marche pas du tout comme on avait prévu, évidemment. Donc on rétropédale et on rectifie le tir. Il y a une citation du poète Rumi qui dit « Ce n'est que lorsqu'on fait le premier pas que la route apparaît ». Et je crois que je n'ai pas trouvé de citation plus vraie au cours de ces 5 dernières années. Si on revient un petit peu au moment où j'avais votre âge, il y a 5 ans, j'étais une bonne étudiante en M2, un peu perdue, je ne savais pas ce que je voulais faire. Un jour, par hasard, j'ai participé à un Startup Weekend. C'est un week-end où pendant 48 heures, vous vous enfermez pour travailler, pour vous amuser avec une équipe sur une idée de start-up. J'ai donc proposé l'idée d'Artips. La chance que j'ai eue ce week-end-là, c'est que j'ai rencontré mon associé Jean. Pour lui, rendre la culture accessible au quotidien, ça voulait vraiment dire quelque chose. Quand il m'a dit qu'il se levait à 5 heures du matin pour aller lire l'histoire de l'art avant d'aller travailler, j'ai su qu'il fallait qu'on continue l'aventure, pas juste pour s'amuser. Quand on repense à ce week-end tous les deux, ce qu'on trouve assez marrant, c'est que le plan ambitieux, le plan parfait qu'on devait présenter à un jury à la fin du week-end, il annonçait pompeusement qu'un jour on aurait nos propres locaux et 50 000 abonnés. Bon, d'abord c'est drôle parce que finalement aujourd'hui on en a 600 000, mais surtout à l'époque, on n'avait absolument aucune idée de si on allait être capable de rassembler ne serait-ce que 1000 personnes autour de cette idée. Un banquier un peu traditionnel ou un prof d'école de commerce nous aurait dit faites une étude marketing, évidemment, pour essayer d'évaluer le potentiel de votre idée. Ça aurait été la chose raisonnable, la chose parfaite à faire. Sauf que si on l'avait fait, au vu des données qu'on aurait eues à l'époque, on ne se serait jamais lancé. Et ça aurait été tellement dommage. À l'époque, ce qu'on avait pour nous, c'était une vision et une mission. On voulait rendre la culture plus accessible. Et heureusement qu'on n'avait pas planifié plus que ça, parce qu'on serait passé à côté de tellement d'opportunités si on avait essayé de faire ce plan dont 3/4 des hypothèses finalement n'étaient pas vérifiables. Aujourd'hui, quand les gens voient Artips et nos 10 produits qui fonctionnent, parfois ils nous demandent « Est-ce que vous aviez anticipé tout ça ?» Alors la réponse est « Absolument pas ». Pour avoir ces 10 produits qui fonctionnent, on en a testé peut-être près d'une centaine, et on en a jeté énormément à la poubelle. Donc un conseil, oubliez vos business plans parfaits, votre plan de carrière idéal, allez vite vous confronter à la réalité, vous apprendrez petit à petit et un jour après, vous saurez. Et si au pire, vous vous êtes trompé, vous pourrez toujours rectifier le tir grâce à ce que vous aurez appris. Il y a 2 ans, nos newsletters fonctionnaient très bien, donc on a décidé de lancer un nouveau produit, des cours en ligne de culture générale. Alors à l'époque, les cours en ligne, ça se faisait sous une forme qui était très sexy, ça s'appelait les MOOC, les Massive Online Open Courses. Sauf que ces MOOC, ils ne sont terminés qu'à 5%. Ça veut dire que 5% des gens qui commencent un MOOC le finissent seulement. C'est un échec quand même assez majeur en termes de pédagogie. Nous, on avait envoyé 230 millions de mails, ça marchait très bien. Donc on a essayé d'inventer une autre manière d'apprendre, qui est basée sur ce qui fonctionne chez nous, c'est-à-dire le storytelling et les anecdotes, et puis le format court diffusé pile au bon moment dans la journée. On a appelé ça le micro-learning. Et donc, on a créé une plateforme qui, en 8 minutes, vous permet d'apprendre chaque jour des choses sur les impressionnistes, la gastronomie ou les meilleurs réalisateurs de ciné, par exemple. C'est un produit très, très ambitieux, qui coûtait beaucoup d'argent, parce qu'il fallait construire la plateforme, les contenus. Donc, on ne pouvait pas en faire un produit gratuit, comme nos newsletters. Du coup, premier réflexe, on va le proposer à tous les internautes à un tarif assez élevé. Sauf qu'au bout d'un moment, on a réalisé qu'on avait un problème. Oui, il y avait des gens qui achetaient ces cours en ligne, sauf que ceux qui les achetaient, c'était déjà les gens qui allaient au musée chaque semaine, qui allaient au ciné, qui étaient abonnés à Télérama ou d'autres revues culturelles. En fait, on permettait à des gens déjà cultivés d'être encore plus cultivés. Et donc, on renforçait le gouffre culturel entre les gens. En fait, sans s'en rendre compte, on avait créé un produit qui faisait exactement l'inverse de notre mission. En fait, notre plan parfait s'était retourné contre nous. Du coup, on a rectifié le tir. Et pour le moment, on ne vend plus en ligne ces cours, mais on va plutôt voir les entreprises et les grandes écoles comme ici, et on leur propose de eux payer pour qu'ils l'offrent gratuitement aux salariés et aux étudiants. De grandes entreprises aujourd'hui, comme BNP Paribas, Médiamétrie ou les aéroports de Paris, l'offrent à leurs salariés ce petit moment culturel.
Et ça, sans avoir de rapport avec leur revenu ou leur niveau culturel préalable. Et c'est comme ça qu'on démocratise vraiment la culture. Donc, lancez-vous, allez vous confronter à la réalité, vous apprendrez petit à petit, et il sera toujours temps de rectifier le tir si la vie ou votre start-up ne va pas exactement dans le sens que vous vouliez au départ. La troisième erreur que l'on peut faire lorsqu'on cherche à construire quelque chose de parfait, c'est qu'on considère souvent que la perfection, c'est un absolu. Or, chaque époque, chaque personne a sa propre définition de ce qui est parfait. D'abord, la perfection, dans tous les cas, c'est une situation théorique. Au tout début d'Artips, au lancement de notre première newsletter, on avait un choix très simple. Soit on lançait cette newsletter de manière payante, et donc les abonnés payent pour recevoir nos anecdotes, donc on avait un modèle pour gagner de l'argent, soit on la lançait de manière gratuite. Alors, un banquier aurait évidemment choisi un business model rassurant, la version payante. Sauf que nous, ça n'allait pas tellement avec notre mission de démocratisation. Du coup, on a lancé Artips gratuitement à tous pour répandre le plus largement possible les connaissances culturelles. Il y a une amie à moi, Raphaël, qui un jour m'a dit « Ce qui est chouette avec les choix, c'est qu'il n'y a pas de vie de témoin. C'est-à-dire que moi, je ne saurais jamais ce qui serait passé si on avait lancé cette newsletter de manière payante. Peut-être qu'au bout de 6 mois, on aurait fait faillite, parce que personne n'aurait jamais voulu payer. Ou bien peut-être qu'on aurait gagné beaucoup d'argent dès le début. En fait, on ne le saura jamais. Il n'y a pas de vie témoin, il n'y a pas de start-up Artips idéale à laquelle me comparer. Dans tous les cas, la perfection, c'est une situation théorique, donc elle n'existe pas. Donc pas de pression, il n'y a pas de mauvais choix. Par contre, il y a des centaines de décisions qui vont succéder et qui vont vous permettre de rectifier le tir à chaque fois que vous en sentirez le besoin. Le second risque, quand on considère que la perfection c'est un absolu, c'est qu'on ne prend pas en compte le fait que parfois il y a des changements dans le temps. Artips, ça cartonnait, c'était très bien, on aurait pu s'en contenter, cette newsletter. Sauf qu'à un moment, il y a eu un changement. Vous avez peut-être suivi, aux États-Unis, il y a un monsieur qui s'appelle Donald Trump qui est devenu président des États-Unis. Puis il a commencé à raconter n'importe quoi, sur le climat, sur les sciences, et puis à répandre tout ça avec ses fake news. Pour nous, le climat et la science, c'est des causes qui nous tiennent beaucoup à cœur avec Jean. Donc on a décidé, sur le modèle d'Artips, de lancer cette fois Science Tips, une newsletter qui raconte des anecdotes scientifiques pour réaffirmer l'importance de la connaissance scientifique auprès du grand public. Ce n'était pas un produit qu'on avait prévu, on l'avait participé, on n'avait même pas eu envie de le faire avant. Sauf qu'il y avait eu un changement majeur et que maintenant c'était devenu un produit essentiel et nécessaire et qu'on voulait absolument le faire à ce moment-là. Enfin, il faut toujours garder en tête que chacun a sa propre idée de ce qu'est la solution parfaite. Et c'est justement en confrontant ces différentes visions que l'on apprend petit à petit. À chaque choix important que vous faites, vos convictions, vos valeurs peuvent être questionnées, et c'est tant mieux. Quelques mois après le lancement de notre première newsletter, on était très contents, on avait 40 000 abonnés, c'était classe. Mais on n'avait toujours pas de manière de gagner d'argent. Ça commençait à devenir problématique. À ce moment-là, il y a 2 plans qui, sur le papier, semblent parfaits, qui sont venus toquer à notre porte. Le premier plan, c'est des grandes marques. Ils sont venus nous dire « Vous avez une super newsletter, plein d'abonnés très fidèles, 40 000 adresses e-mail, est-ce qu'on peut vous les acheter et à quel prix ?» Alors, premier réflexe, super, quelqu'un veut nous donner de l'argent pour continuer notre aventure, génial. Et puis, on réfléchit et on se dit, en même temps, ces 40 000 emails, c'est des gens qui nous ont fait confiance. Et on n'a pas tellement envie de vendre ces emails. Donc on a dit non. Pas d'argent, pas de business model, retour à la case départ. Quelques semaines plus tard, d'autres personnes sont venues nous voir en disant « Est-ce que vous pourriez mettre de la publicité dans vos newsletters? On vous donnerait beaucoup d'argent en échange. » Bon, nous, la publicité, avec Jean, on n'aime pas trop ça. Donc encore moins dans nos newsletters. On a encore dit non. Toujours pas de business model, toujours pas d'argent. Mais ce genre de décision, c'est ce qui a créé notre ADN. C'est ce qui a soudé notre duo et c'est ce qui ensuite a fait la fierté de toute notre équipe. Et c'est en se confrontant ensemble à ces choix au quotidien qu'on a aussi appris, Jean et moi, qui on était vraiment et ce qu'on voulait.
Et en plus, ça nous a forcés à être innovants, parce qu'à un moment, il faut quand même gagner de l'argent. Et donc, on a fait autrement. On est allé voir plein de partenaires prestigieux, le Louvre, le CNRS et plein d'autres, et on leur a proposé de devenir nos sponsors. Et aujourd'hui, ils nous sponsorisent pour qu'on écrive avec nos mots des histoires incroyables sur leurs œuvres d'art ou leurs recherches. Et ça leur génère beaucoup d'intérêt, du trafic web, et puis quelques visites physiques. Donc tout le monde est content, nos 600 000 abonnés aussi. Et c'était ça, le business plan auquel il fallait qu'on arrive en confrontant les différentes visions. Un dernier exemple pour la route. Il y a quelques semaines, il y a un investisseur qui nous a contactés, il nous a proposé énormément d'argent. Il avait une petite idée derrière la tête, bien sûr. Il se disait qu'avec nos quiz de culture générale, on était les premiers en France, voire au monde, à être capables, avec toutes ces données, d'estimer le niveau moyen de culture générale de quelqu'un. En gros, il pensait qu'on était capable de dire qu'un francilien, en moyenne, entre 40 et 50 ans, connaît telle chose ou telle chose sur l'œnologie ou l'histoire. Pour lui, sa vision parfaite, c'était qu'on allait pouvoir créer un test de culture générale que les entreprises allaient s'arracher pour recruter des gens très cultivés. Et évidemment, il nous offrait beaucoup d'argent pour faire ça. On a réfléchi, et encore une fois, on a dit non. Parce que ce n'est pas parce qu'on était les seuls capables de le faire ou que c'était un projet incroyable que c'est ce qu'on voulait vraiment. Pour nous, l'idée de faire un produit qui allait permettre de recruter et donc de discriminer sur un niveau de culture générale, en fait, c'était l'inverse de tout ce qu'on avait essayé de construire depuis 5 ans. Donc on a dit non, et on lui a demandé de garder son argent. Pour conclure, chercher la perfection à tout prix, c'est surtout risquer de passer à côté de belles opportunités, de ne rien faire ou d'aller contre votre éthique. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de monde parallèle avec une autre colline ou une autre Artips qui aurait réussi à laquelle vous pourrez vous comparer. Personne ne sera jamais ce que vous auriez pu être d'autre. Par contre, vous avez toute la vie et tous vos choix pour apprendre à vous connaître petit à petit. Rappelez-vous, vous êtes la somme de tous vos petits choix au quotidien. Je vous remercie.